c'est que tu sers parfois de défouloir à haine pour beaucoup, qui se concentrent sur une seule personne. Tout à fait. Mais franchement, je sais pas comment tu fais. Eh bien, je vais te dire mes secrets. Bonjour Rima Hassan. Bonjour. Rima Hassan, tu es juriste, militante des droits de l'homme et politicienne française d'origine palestinienne, candidate aux élections européennes de 2024 sur la liste de l'Union populaire. Merci d'avoir accepté cette interview à mes côtés. Merci à toi pour ton invitation. Rima Hassan, ma première question, elle est la suivante. Pourquoi, selon toi, en France, on a l'impression qu'on ne peut pas parler librement de la Palestine ? Alors tout est relatif, parce que je pense qu'on a quand même, fort heureusement, une liberté d'expression qui est encore assez défendue. Mais effectivement, c'est un sujet qui crispe beaucoup, jusqu'au plus haut de l'État même, parce que je pense qu'il y a des mémoires qui sont extrêmement chargées en France, qui ne sont pas encore pensées et qui aujourd'hui s'entremêlent. Il y a la mémoire bien sûr de la Shoah, qui est très très importante, très chargée et qui est récente. Et il y a également la mémoire de la décolonisation. Et le sujet palestinien est lié à la question de la décolonisation et de ces mémoires-là. Et la question de la création de l'État d'Israël est bien sûr liée à l'histoire du peuple juif et aux persécutions qu'a subi ce peuple. Donc c'est un sujet en France qui est vraiment au cœur aussi de l'histoire française, tant sur la question de la colonisation que la question de la Shoah. J'aimerais qu'on parle un peu ensemble du traitement médiatique, Rima Hassan, parce que je me demandais pourquoi, lorsque vous êtes reçu notamment sur France Info ou un autre média, mais là en l'occurrence c'est France Info, on assiste à une sorte de plaidoyer à charge contre toi qui te reproche l'utilisation du mot génocide. C'est quasiment une garde à vue en fait à chaque fois. Le mot génocide, je pense que c'est... Il y a une question de temporalité qui est en train de se jouer devant nous, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui assistent et qui suivent de très près ce qui est en train de se dérouler à Gaza. Je fais partie de cela. Depuis maintenant plus de 6 mois, je regarde quotidiennement ces vidéos et effectivement, je suis dans la prévention depuis des mois et des mois sur ce que la Cour internationale de justice a qualifié de risque des génocides. Mais entre le moment où l'ordonnance a été rendue par la Cour et maintenant, ce que disent les rapporteurs spéciaux des Nations Unies là-dessus, c'est qu'il y a un génocide et que ça va bientôt être qualifié sur le fond. Et il y a l'autre temporalité d'autres observateurs, notamment médiatiques, qui sont plus détachés et qui sont plutôt dans une posture qui consiste à relativiser, à dire bon, finalement, non, Israël ne veut pas génocider les Palestiniens, non, les chiffres que nous avons, c'est pas des chiffres qu'on peut vérifier, etc. Et donc, je pense que c'est ces deux choses qui sont en confrontation, ces deux points de vue sur Gaza, ceux qui sont en train de relativiser, ils sont un peu détachés, et ceux qui, comme moi, sont plutôt en observation, mais de très près, en fait, de cette réalité de terrain. Est-ce que tu as l'impression, Rima, que ta parole, parfois dans les médias, elle est déshumanisée, diabolisée, caricaturée ? Oui, en plus, il y a plusieurs éléments dans tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement mon origine. On a vu récemment avec Philippe Lelouch qui m'a quand même qualifié de mannequin syrien, et avant de dire que j'étais juste jolie, que j'avais un cerveau malade. Enfin, il y a aussi des éléments liés à mon genre qui reviennent. Donc ça, c'est... Mais dans la parole que je porte, il y a une forme de racisme anti-palestinien. Moi, c'est comme ça que je le nomme, parce que les Palestiniens ils sont perçus comme des sujets colonisés. Et donc l'empathie qui va être convoquée pour la parole palestinienne, j'ai l'impression qu'elle est quand même... il faut presque l'arracher, quoi. Et moi, je travaille beaucoup pour humaniser justement les Palestiniens. Les Palestiniens, c'est un peu une masse comme ça, très abstraite pour beaucoup de gens. Et c'est difficile, effectivement, d'émerger en tant que voix palestinienne. Comment tu qualifierais le traitement des médias à ton égard ? Alors, je ne vais pas tous les mettre dans le même lot, parce qu'honnêtement, il y a des gens qui font un boulot extraordinaire quand ils me reçoivent, c'est-à-dire qu'ils bossent vraiment le dossier, et ça veut dire par là qu'ils me respectent. C'est-à-dire qu'ils ne me reçoivent pas juste pour une garde à vue, ils me reçoivent pour certains vraiment avec le souci de faire une bonne interview, une interview fouillée, où on peut vraiment dérouler un propos et aussi débattre. Donc, mais effectivement, il y a certains médias aujourd'hui pour qui je suis une cible en raison de mon engagement politique, et une cible aussi pour ma parole sur le sujet
palestinien. Donc je l'appréhende avec beaucoup de combativité et je me dis que c'est aussi c'est peut-être ma formation de juriste aussi, mais c'est une question de narratif. Oui, mais c'est comme si, vu de l'extérieur, je me permets, c'est comme s'il fallait te cacher. Il fallait pas entendre ta parole, il fallait pas la laisser sortir justement cette parole parce qu'elle serait susceptible de créer des problèmes ou de pas aller dans le sens du discours collectif que certains voudraient avoir. Oui, mais je pense que c'est lié au fait qu'en France, nous avons malheureusement, depuis quelques décennies, un peu tué la question palestinienne. Depuis l'ère Sarkozy, je dirais, la France s'est un peu éloignée politiquement, même sur le plan du traitement de l'actualité, d'une ligne qui était très forte avant, où en France, on avait vraiment une position très claire qui réaffirmait systématiquement le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la création d'un État palestinien. On observe que depuis quelques décennies, on traite vraiment ça de manière très superficielle. Et moi, j'émerge là avec un discours, je pense, fort, qui peut même parfois être radical, et je l'assume pleinement. Et effectivement, ça secoue un peu un monde médiatique ou politique qui s'était un peu endormi quoi, sur le sujet. Ça t'a choqué la différence de traitement entre l'Ukraine et la Palestine? Ouais, je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Et moi, il y a encore un autre prisme sur lequel ça m'a choqué parce que ma formation de juriste m'a surtout amené à travailler sur la question des réfugiés et les dispositifs d'accueil pour les Ukrainiens, qu'il faut encourager, hein, bien sûr, et les dispositifs d'accueil que nous avons pour d'autres personnes issues de d'autres régions du monde, pour caricaturer le sud global, quoi, qu'on laisse mourir en Méditerranée. Ces différences en fait, de traitement, on l'observe tant sur la question des réfugiés que la question du traitement effectivement des Palestiniens. Et je le dis souvent, pour moi, c'est un racisme qui ne dit pas son nom. Et ce racisme est lié aussi à l'histoire coloniale de la France, qui n'a pas encore pensé tous ses plaies. On va parler français. Rima Hassan, tu te fais assassiner dans les médias, sur les réseaux sociaux. Non, mais t'es la cible, t'es une cible pour beaucoup. Je me demande comment tu le vis, voilà, au quotidien. Comment le vit Rima Hassan, la citoyenne, et non pas peut-être la future députée? Mais je savais qu'en m'engageant politiquement sur ces élections européennes, j'allais être une cible, une double cible politique. Encore une fois, il y a deux éléments. Il y a ceux qui m'attaquent avec beaucoup de racisme sur mon identité palestinienne et il y a ceux qui m'attaquent aussi sur maintenant la famille politique à laquelle j'appartiens ou avec cette ambition politique que j'ai de rejoindre le Parlement européen. Je le vis avec, encore une fois, beaucoup de combativité. Je pense que je me suis vraiment préparée mentalement avant de rentrer en campagne. Je savais que j'allais être très exposée. Après, sur le plan personnel, je suis bien sûr humaine. Il y a des moments où c'est trop, il y a des moments où je craque, il y a des moments où c'est trop d'humiliation aussi. Et il y a des moments où on est tenté un peu d'être découragé parce qu'on se dit, mais au fond, ce que je porte, moi, je sais que c'est une voix qui est juste, qui est sourcée. Enfin, je suis sûre de porter quand même une voix qui veut quand même, in fine, la paix, la cohabitation, etc. Enfin, des choses qui prônent des avancées. Et il y a des moments où on se dit, mais je ne suis pas entendue, quoi. On a vraiment le sentiment oui, de pas être entendu et c'est très frustrant. C'est que tu te sers parfois de défouloir à haine pour beaucoup, qui se concentrent sur une seule personne. Tout à fait. Mais franchement, je ne sais pas comment tu fais. Eh ben, je vais te dire mes secrets. Les deux petits sas de décompression que j'ai, c'est le hammam. Dès que je sens que je suis à bout, de toute façon, mon corps j'ai plein de signaux, quoi. Vraiment, T'as quoi comme type de signe Généralement, j'ai toutes les tensions sur le dos, je tombe malade. Ça, c'est un truc vraiment. L'immunité qui tombe un peu. Donc je me fais une journée off, je vais au hammam, je me prends des massages, des soins et je prends vraiment soin de moi. Et ça, vraiment, je n'hésite pas à le faire, quoi. Je suis vraiment quelqu'un qui m'écoute, là, pour le coup. Et tu arrives à ne pas t'auto-dévaluer, dévaloriser par rapport à cette haine quotidienne que tu te prends de beaucoup. Tu es très supportée aussi, hein. Oui. Tu es vue comme une icône aussi pour beaucoup. Oui, je reçois beaucoup d'amour aussi. Ça, c'est important de le dire parce que c'est ce qui me fait tenir. Beaucoup de soutien, mais oui, forcément, c'est toujours. Je ne suis pas surhumaine, quoi. Il y a un moment où, effectivement, si on nous dit tous les jours des choses très négatives, il y a un moment où, effectivement, ça peut nous atteindre.
Mais je pense que je suis aussi à un moment dans ma vie où j'ai assez confiance en moi, je sais qui je suis, je sais la femme que je suis, le parcours qui est le mien. Il me reste plein de choses à apprendre, plein de choses à construire, mais je me sens assez solide pour affronter tout ça. On va regarder un extrait vidéo. Tu évoquais les propos notamment de Philippe Lelouch Oui. à ton égard. Regarde. Prendre un mannequin syrien qui est Rima Hassan, il y a un truc magnifique avec Rima Hassan, c'est qu'elle est jolie. Ça fait passer plein de trucs. Son cerveau est malade, mais elle est jolie. Donc ça, ce sont des propos qui ont été tenus sur Radio J. Oui. Prendre un mannequin syrien, son cerveau est malade, mais elle est jolie, ça fait passer plein de trucs. Pourquoi te faire passer du statut de politicienne à mannequin, à un genre? Non, mais là, on est au summum de la misogynie, du sexisme. Et c'est terrible de se dire qu'en 2024, on a encore ce genre de propos quoi, qui peuvent être tenus. Moi, j'ai aucun souci à l'idée qu'on m'attaque, qu'on vienne me chercher sur mes idées, sur mes propos et sur le fond. Au contraire, moi, c'est ce qui me stimule, cette réflexion sur les sujets de fond. Mais bon, être renvoyé à son physique. Et puis en plus, là, il y a quelque chose qui est très problématique dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je parlais de racisme anti-palestinien. Il dit précisément mannequin syrien pour me dénie mon identité palestinienne, puisque je suis réfugiée palestinienne, on en reviendra tout à l'heure. Et donc il y a deux dimensions, il y a le racisme et il y a la misogynie, le sexisme dans ses propos. Donc c'est extrêmement problématique. Quoi, il n'y a rien qui va quoi, dans cette déclaration. Très honnêtement, il n'y a rien qui va. Et encore une fois, voilà, moi je regrette de ne pas avoir plus d'éléments sur le fond, parce que c'est ça le sujet en fait. Tu comptes déposer plainte contre Philippe Lelouch? Non, non, non. Non, je vais pas déposer plainte. Non, parce que malheureusement, je suis même pas sûre. Enfin, c'est fou, hein, parce que là, je reviens dans mon corps de femme. Mais je suis même pas sûre qu'on puisse obtenir des résultats quand on voit qu'en France, il y a des femmes qui sont victimes d'agressions, de viols, qui n'arrivent même pas à obtenir des réparations, une justice. Bon, je suis pas sûre que pour une phrase comme ça balancée à Radio J, j'obtienne quelque chose, quoi. Pourtant, c'est une phrase violente. C'est violent, mais on va dire que j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Oui, j'imagine. Tiens, d'ailleurs, en parlant Dans de chats à le lot fouetter, de... Rima, est-ce que tu penses qu'il faut mettre plus d'énergie à voter pour toi aux européennes ou à boycotter des célébrités sur les réseaux sociaux? Aïe, 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 si j'étais chi. Non, alors je pense que tous les terrains pour sensibiliser sur ce sujet sont importants à investir. Maintenant, c'est comment on les investit, qui le fait, qui est en lead, etc. Donc déjà, sur le premier point, aller voter, c'est très important, pour moi ou pour d'autres. Enfin, là, je renvoie chacun et chacune à son rôle de citoyen, à l'impact qu'il peut avoir sur ce qui se passe en France, en Europe. Donc moi, je porte les combats qui sont les miens, mais voilà, je pense que c'est très important d'appeler tout simplement à voter et que chacun ait conscience qu'on peut changer la donne avec ce bulletin de vote. Sur le deuxième point, c'est effectivement d'autres champs de militantisme qu'il faut investir. Boycotter les célébrités, encore une fois, moi, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je pense, des célébrités qui se trahissent ou qui trahissent leur public d'une certaine manière. Et c'est le jeu, j'ai presque envie de dire, si à un moment donné, leur public se retourne contre eux en disant « Attendez, nous, on vous a fait, entre guillemets, c'est-à-dire que vous existez grâce à nous. » De quelle façon ils trahissent? C'est-à-dire que c'est le public qui finit en fait par sanctionner d'une certaine manière une célébrité qu'elle estime pas être à la hauteur de ce qui peut se passer, qui n'utilise pas sa célébrité, sa notoriété qu'elle a acquise grâce à son public pour dire un mot de ce qui se passe dans le monde. Donc si, je sais pas, un artiste a 80% de son public qui est très sensible, qui est très touché par une actualité, ça peut être l'action palestinienne, comme ça a pu être par exemple la question avant des Ouïghours, ou ça peut être vraiment d'autres sujets, ou la question voilà, de l'égalité homme-femme, de la question MeToo. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, on a une célébrité qu'on soutient, qu'on aime, qu'on va voir en concert, dont on achète les albums, etc., et dont on regarde les films, et à un moment, on se dit, attends, il se passe des choses quand même. Au moins, en tant que citoyenne, je me sens concernée. Mais cette célébrité que j'admire n'a pas un mot là-dessus, je suis peut-être en droit de la sanctionner. Et donc, ça peut passer par différentes choses. Se dire, je la suis plus, ou j'achète plus ses produits, ou je ne regarde plus ses films, ou je n'écoute plus sa musique. Il y a eu ça pour MeToo à un moment donné. Je veux dire, il y a eu des célébrités dont on a considéré qu'elles n'étaient plus du tout solidaires en fait de cette cause.
Et il y a eu à un moment donné des gens qui ont dit c'est pas normal, moi cette cause elle est importante pour moi, si tel artiste que j'admire, je suis depuis des années, n'a pas un mot là-dessus, ne s'engage pas, je suis déçue d'une certaine manière et cette déception peut engendrer le boycott. En fait, il y a quelque chose qu'il faut quand même entendre, c'est que ça fait 6 mois maintenant qu'on parle de quelque chose qui est extrêmement grave. Il y a eu 4 fois plus d'enfants morts à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans. Qu'en 4 ans dans les conflits mondiaux. Donc, ce qui se passe est inédit. On a 85% des infrastructures à Gaza qui sont détruites. On a des images qui sont terribles. On a des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui parlent de génocide. On en est témoin tous les jours sur nos téléphones. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui disent on n'est plus à un stade de sensibilisation après 6-7 mois. Donc tu es pour le mouvement Blockout? En tout cas, je le comprends. Maintenant, il faut savoir d'où ça vient, quels sont les arguments. Et puis, il faut aussi... je le comprends, mais voilà, j'ai quand même pas des réserves. Mais moi, pour connaître quelques célébrités, quelques-unes, je sais que certains, dans leur intime propre, elles soutiennent certaines questions, certaines causes. Mais il y a des enjeux que nous, on ne perçoit pas. Qui sont, on va rentrer dans le vif du sujet, des contrats, des engagements sur tel film, telle chose, qui font qu'elles ne peuvent pas, dans cette temporalité, prendre la parole. Parce qu'il se pose en fait la question de notre rôle en tant que citoyen face à cette situation actuelle, je crois, notre rôle en tant qu'artiste, notre rôle en tant qu'influenceur, notre rôle en tant que média. Quoi dire face à cette situation? Comment le dire? Mais justement, je pense que c'est là où les artistes et certains influenceurs sont passés à côté de quelque chose. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une véritable attente des gens qui les suivaient, qui les aiment aussi. Je veux dire, c'est un public. Les gens qui ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent, il y a aussi beaucoup d'amour, de soutien, etc. Et il y a quand même une attente, je pense vraiment, des gens, tant du côté politique que du côté des célébrités, des influenceurs, d'être aussi des citoyens, pas juste des célébrités, pas juste un nom, pas juste une marque, et à un moment donné d'avoir une parole sans dire, il y a mille et une manières de parler d'un sujet. On peut simplement appeler à la paix, on n'est pas obligé de prendre voilà, on n'est pas obligé mais quand certains appellent à la paix, ça leur est reproché. Alors là, je dis souvent, et moi je l'assume, le courage isole. Il y a des moments où il faut accepter que le courage puisse nous isoler un temps. Pourquoi pas évoquer aussi les horreurs, les atrocités qui se passent au Yémen? Pourquoi pas prendre la parole sur le Congo? Pourquoi pas prendre la parole sur l'Arménie? Est-ce que ces personnes aussi qui appellent à bloquer des artistes, des influenceurs, des célébrités, elles le font par quel outil, sur quel téléphone? Où est-ce que l'énergie dans ce téléphone, elle a été extraite? Par qui? Par des enfants, certainement au Congo. Ouais. Non, alors moi, c'est une question qu'on me pose souvent mais pourquoi pas cette cause et pourquoi pas cette cause? Bon, déjà, il y a... moi, j'ai une parole de personnes concernées. Donc, à un moment donné, il y a une question d'incarnation, de légitimité. Donc, c'est normal que moi, je porte un peu plus la question palestinienne, même si, bien sûr, je suis sensible à tous les enjeux des droits humains. Mais il faut comprendre qu'il y a une urgence sur le sujet palestinien qu'il n'y a pas ailleurs. Pour l'actualité qu'on a citée tout à l'heure, qui est inédite, vraiment, mais aussi parce que le sujet palestinien est dans une phase de risque de disparition en tant que sujet politique. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, et on peut même en rigoler de manière un peu cynique, mais si demain nous avons notre État, nous Palestiniens, et qu'on a des problèmes palestino-palestiniens, comme il s'est passé en Algérie, comme il s'est passé dans plein de pays, si on a, je sais pas, des affrontements entre des bords politiques, mais c'est des problèmes entre Palestiniens. Aussi dramatiques soient-ils, moi, j'en voudrais pas aux uns aux autres de nous invisibiliser d'une certaine manière, puisque malheureusement, il se passe ce genre de choses un peu partout dans le monde. Il y a tellement de régions, tellement de pays où effectivement, il y a des conflits, il y a des meurtres, il y a des affrontements, etc., etc. Mais le Palestinien est aujourd'hui vraiment face à un risque de disparition de son existence politique. Parce que les deux territoires sur lesquels le Palestinien vit actuellement,
la Cisjordanie et la bande de Gaza, sont en train d'être détruits. Le premier par la colonisation, puisqu'il y a 800 000 colons, 850 000 colons qui sont en territoire palestinien, en la Cisjordanie. Et Gaza, aujourd'hui, ce que dit l'ONU, 85% des infrastructures civiles à Gaza sont détruites. Donc la question qui se pose, c'est où le Palestinien peut survivre, et la question de la reconnaissance de son État. C'est quand même un des derniers peuples au monde qui n'a toujours pas son État et son indépendance. C'est en cela qu'il y a une urgence. Rima Hassan, pourquoi juste toi, enfin seulement toi, je crois, tu me dis si je me trompe, et des membres de la LFI ont été convoqués par la police pour apologie du terrorisme? Alors c'est très intéressant comme question. Alors ces plaintes, alors ces convocations, elles font suite à des dépôts de plaintes. On n'a pas été les seuls, c'est là où c'est intéressant. Il y a eu des personnalités comme Guillaume Meurice. Il y a eu des étudiants, des chercheurs, des syndicalistes et effectivement des personnalités politiques comme Mathilde Panot ou moi-même. Ce qu'on observe, c'est que ces convocations elles ne font pas suite à une autosaisine du procureur, c'est-à-dire que ce n'est pas un procureur, un magistrat français qui a dit « bon, telle personne est vraiment problématique, nous engageons des procédures ». C'est une procédure assez classique, c'est-à-dire qu'il y a eu un dépôt de plainte et on est convoqué pour être entendu. La question qui se pose, c'est qui a déposé ces plaintes? Bien sûr. Eh bien, c'est l'OJE, l'Organisation juive européenne, qui est une organisation clairement de lobbyistes pro-régime israélien. On a des photos de la directrice de cette organisation avec le président israélien, avec des ministres israéliens, qui elles-mêmes se revendiquent d'être très proches et en connexion avec les services de renseignement israéliens. Et plus intéressant encore, qui fait la totalité de ses interventions sur des médias d'extrême droite comme CNews, et qui a milité au Parlement européen pour qu'on enlève l'étiquetage des produits en provenance des colonies, considérant qu'il n'y avait pas de colonies en fait. Donc l'idée c'était d'enlever cette sanction, parce que l'Union européenne dit il y a des colonies, on doit préciser quand un produit vient des colonies, parce que c'est illégal. Et typiquement cette organisation est vraiment dans la ligne du régime d'extrême droite israélien. Et donc ces plaintes, elles ont été déposées pour nous discréditer, pour nous faire taire, et je pense pour faire peur à l'opinion. Je veux dire, quand on voit ton nom avec apologie théorique, on se dit oh, c'est trop grave, enfin, et c'est grave en soi. Mais ouais, mais il y a eu d'autres déclarations qui ont été faites qui auraient potentiellement, je sais pas, je pense, pu faire l'objet de telles poursuites. Potentiellement, je dis bien, je pense à Meyer Habib, le député apparenté LR. Il me semble qu'il n'a pas été convoqué, tout comme toi ou comme Mathilde Panot, alors que certaines de ses déclarations, elles pourraient s'apparenter à des accusations la petite similaires. Apologie de crimes de guerre, parce qu'effectivement, Meyer Habib et d'autres défendent l'offensive à Rafah, défendent ce que le régime israélien est en train de faire à Gaza. Et là, ça pourrait être plutôt de l'apologie de crimes de guerre ou de génocide. Et effectivement, personne s'en saisit, quoi. Donc là aussi, il y a encore un deux poids, deux mesures. C'est qu'on va sanctionner les voix qui vont se prononcer pour la cause palestinienne et à l'inverse. Mais c'est très important de dire que ce n'est pas la France qui sanctionne, c'est véritablement des plaintes déposées par des organisations qui font un travail de lobby, mais comme ça existe partout, comme on a des lobbyistes pro-régime russe, pro-régime chinois, enfin je veux dire là on a affaire à ce même type de procédé. Tu as été entendu en avril dernier, tu sais Oui. ce qui va se passer, tu as des nouvelles? J'ai été entendue 2 jours après mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Le 30. Et là, la suite, c'est que c'est le parquet qui va décider si ça va être classé sans suite ou pas. Et Guillaume Meurice a été entendu bien avant moi, donc lui, il a eu un classement sans suite. Donc on voit bien que c'est très creux, quoi. Enfin, honnêtement, je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais même les policiers, je veux dire, qui nous ont reçus, se demandaient un peu ce qu'on foutait là, quoi. Le 7 octobre 2023, Rima Hassan, il y a eu des atrocités. Oui. Certains sur les réseaux sociaux estiment que les atrocités du 7 octobre 2023 en Israël n'étaient pas une attaque terroriste, mais un mouvement de résistance. Comment toi, tu qualifies ces atrocités du 7 octobre? Moi, j'ai été très claire dès le 7 octobre, avant même de connaître le nombre qui a été quand même très important de personnes tuées et ciblées dans ces attaques. J'ai posté dès le réveil, quoi, parce que je me souviens avoir vu cette actualité tôt le matin, et j'étais à Beyrouth, et j'ai posté un message qui consistait à dire qu'il était inacceptable de se réjouir ou de glorifier d'une manière ou d'une autre la mort de civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, et que le faire nous éloignait de toute perspective de paix qui doivent nous sauver et non pas nous tuer. Et ce qu'il faut dire, c'est qui a mené ces attaques.
donc c'est le Hamas, et il faut définir ce qu'est le Hamas. Le Hamas, la manière la plus complète de le définir, c'est un mouvement d'abord religieux. C'est intéressant de le dire parce que historiquement, dans les causes palestiniennes, c'était plutôt des mouvements qui mettaient la cause nationale au cœur de la constitution d'un groupe politique. Ou voilà. Là, c'est un mouvement d'abord religieux. Ensuite, qui s'est constitué avec une branche politique, qui a développé une branche armée, qui, elle, a assumé un mode opératoire terroriste. En fait, le terrorisme, c'est un mode opératoire surtout. Donc, il y a vraiment ces 4 éléments qui définissent le Hamas. Mouvement religieux, une branche politique, une branche armée, et la branche armée qui a assumé un mode opératoire qui est celui du terrorisme. Bien avant le 7 octobre, il y a eu des attaques qui ont fait moins de morts, fort heureusement, mais il y a eu des attaques assumées qui avaient recours à un mode opératoire terroriste bien avant le 7 octobre par le Hamas. Donc c'est pas nouveau. Comment faire comprendre, Rima Hassan, aux gens que les actes atroces qui se sont déroulés le 7 octobre, ils ne justifient pas les horreurs qui se passent depuis des mois en Palestine? Comment faire comprendre qu'en fait, ça ne doit pas être une escalade de la violence, de à qui souffre le plus, qui a le plus de douleur, qui pleure le plus. Certains ont peur même d'exprimer leur douleur. Après les attaques du 7 octobre, beaucoup ont eu peur parce qu'ils étaient mis sur le bûcher, parce qu'ils osaient dire leur peine, leur douleur de ce qu'ils venaient de voir. Oui. Déjà, il faut dire que j'ai regretté très très vite, dans une interview que j'avais faite pour l'Humanité ou Mediapart, je ne sais plus, qu'on n'ait pas eu d'espace d'empathie collectif. C'est-à-dire qu'on doit avoir des espaces, pas forcément politiques, mais des espaces où on peut témoigner de l'empathie pour les civils qui sont morts, et leurs familles, et les otages israéliens. Mais sans pour autant qu'on nous ramène à un soutien à Israël. Moi, je suis empathique de ce qui s'est passé pour les Israéliens le 7 octobre, mais je ne veux pas qu'on me ramène qu'on instrumentalise cette empathie à un soutien à un régime. Non, et c'est 2 choses complètement différentes. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé cet espace en France. On a tout de suite récupéré la question du 7 octobre autour d'un soutien à Israël, et c'est là où on a vraiment raté quelque chose. Et ce qui est important de resituer, c'est effectivement la dimension historique de ce conflit. C'est-à-dire de resituer la souffrance palestinienne qui est quand même là depuis 75 ans, de resituer le rapport qu'a imposé Israël aux Palestiniens depuis très longtemps, et expliquer n'est jamais justifié, mais réexpliquer comment le Hamas a émergé dans la société palestinienne, expliquer que le régime israélien, ça c'est important de le dire, a soutenu le Hamas. Benjamin Netanyahou, ça a été divulgué par des médias israéliens, notamment Haaretz, qui a dit lors d'une réunion qu'il fallait soutenir le Hamas, que ça faisait partie de sa stratégie pour diviser le Hamas avec l'autorité palestinienne qui, elle, avait embrassé la voie diplomatique. Et on a pareil, Smotrich, qui est un ministre aujourd'hui du régime de Netanyahou, qui a dit sur une chaîne israélienne « Le Hamas est un atout, l'autorité palestinienne est un fardeau ». Donc il faut vraiment resituer tous ces éléments qui sont des éléments complexes pour comprendre ce qui s'est passé, pour condamner ce qui s'est passé, pour se tenir aux côtés des civils et des personnes qui sont touchées d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé le 7 octobre, et on devrait tous l'être, au nom aussi de ce que nous sommes, et de dire voilà, il est normal en fait de dénoncer la mort de civils, l'assassinat de civils quel qu'il soit, et ensuite de resituer quand même la revendication du peuple palestinien, qui est une revendication légitime d'avoir un État, d'avoir une perspective politique, et on regrette tous que ça soit aujourd'hui entre les mains. Moi, ce que je regrette, c'est comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait le régime israélien d'extrême droite qui soit amené à négocier avec le Hamas, alors que ça fait des décennies que l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique attendait des négociations politiques. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui que 2 peuples souffrent d'une mauvaise gestion politique extrémiste des 2 côtés? Alors il y a une dérive bien sûr du côté israélien, et il y a du côté palestinien en fait la résurgence de ce qu'on appelle le recours à la lutte armée, qui a incorporé ce mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste, mais que les Palestiniens avaient abandonné depuis les accords d'Oslo, depuis Arafat en fait. Oui. Et c'est-à-dire que les accords d'Oslo c'était ça, c'est-à-dire on arrête la lutte armée pour embrasser la voie diplomatique. Et donc, la promesse qui était faite aux Palestiniens, c'est qu'on va vous créer un État palestinien dans les prochaines années après Oslo. Le problème, c'est qu'entre Oslo et aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu la création de l'État palestinien. Et donc, la dérive aussi de cette souffrance fait que
vous avez des Palestiniens qui vont se retourner vers le Hamas, qui va aussi instrumentaliser cette lassitude, cette souffrance, en disant, regardez, bah, ça ne marche pas avec la voie diplomatique depuis des années et des années et des années, eh ben, on retourne à cette question de la lutte armée et avec un mode opératoire qui est effectivement terrible. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible. Donc il y a aujourd'hui, c'est ça qui est très dur, c'est qu'effectivement, les négociations sont aujourd'hui entre les mains d'un côté de l'extrême droite israélienne et de l'autre du Hamas, qui est pas non plus un mouvement qui représente tous les Palestiniens. C'est important de le dire, quoi. Je veux dire, dans tout ce qu'il est, dans sa construction, c'est quand même loin de ce qui a existé historiquement dans les sociétés palestiniennes. On parlait tout à l'heure des non-prises de parole d'influenceurs, Oui. d'artistes, de célébrités qui sanctionnent justement le silence et les non-prises de parole. Sous cette pression, certains influenceurs ont pris la parole. J'aimerais te montrer l'extrait d'une influenceuse qui s'appelle Poupette Kenza, qui a tenu ces propos-là. Je te propose de regarder. Je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et est-ce qu'on n'est pas là dans du tout et du n'importe quoi? Non, mais là, c'est terrible. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a des sphères, pas toutes, hein, mais il y a des sphères, je pense, et c'est celle aussi, un peu des influenceurs, où ce sujet n'est absolument pas maîtrisé. Et donc, on dit n'importe quoi. Là, c'est terrible de dire ça. Parce que confondre juif et non, sioniste, moi, je me bats. Tu peux expliquer pourquoi c'est dangereux? C'est très dangereux de faire ça. Moi, je me bats pour qu'on arrête, effectivement, qu'on fasse très attention à ne pas essentialiser les personnes de confession juive à la politique israélienne, et même je vais au-delà, dire ne pas essentialiser les Israéliens au régime d'Israël, parce qu'il y a en Israël, de Netanyahou, parce que moi ça m'arrive de les relayer, il y a en Israël des voix qui sont extraordinaires, des voix très progressistes, des voix qui militent. Là, actuellement, pour Gaza, il y a peu de médias qui en parlent, hein. En France, malheureusement, il y a des collectifs d'Israéliens qui vont à la frontière pour s'assurer que des camions passent contre d'autres Israéliens qui, eux, sont les plus extrémistes, qui veulent que les camions ne passent pas, les camions de vivres pour les Palestiniens. Donc il y a des voix en Israël qui sont très importantes, qu'il faut absolument qu'on relaye et qu'on soutienne. Donc effectivement, quand on ramène derrière la question palestinienne, moi, ça me touche énormément, parce que ça dessert notre cause. Et ces propos-là? Bien sûr, parce que nous, on se bat pour des questions d'égalité de droit, des questions de justice, des questions de paix, des questions de respect du droit international. Et en fait, ce genre de propos bousille des années de narratifs qu'on est en train de nous d'amener quand nous, Palestiniens, ou des gens qui sont sur cette cause. Et donc, c'est très dangereux, effectivement, d'amener la question de la confession religieuse. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que font, moi je dis souvent, ce qu'on reproche aux Israéliens, c'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Le jour où on aura des autorités israéliennes et des Israéliens qui arrêteront de persécuter les Palestiniens, qui arrêteront de les humilier, qui embrasseront une voie d'égalité, de respect mutuel, etc., ben on arrêtera de dénoncer Israël, quoi. Par contre, quand on ramène les gens à ce qu'ils sont, ça veut dire que peu importe ce qu'ils font, ces gens-là, on les ramènera toujours à ce qu'ils sont. Et là, c'est très, très grave. Oui, parce que transformons le mot juif qu'elle a employé, je ne travaille avec aucun juif, ça aurait pu être je ne travaille avec aucun noir, je ne travaille avec aucun chinois, je ne travaille avec aucun homo, aucun musulman, ouais. Aucune femme. Ouais. Non, mais c'est très grave. Je ne sais pas si c'est la bêtise, la maladresse ou quelque chose qui a été sciemment dit, mais c'est très grave, il faut le dénoncer. Et moi, le rôle qui est le mien, c'est d'être intraitable en fait sur ce sujet, parce que ce que nous défendons sur ce sujet est à l'opposé de ce genre de propos qui ramènent les gens à leur confession. Et ce qui est triste, je trouve, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une escalade de la comparaison à quels sont les propos les plus graves, quels sont les propos les plus chocs, quels sont les propos les plus scandaleux. Parce que dans la foulée, après les propos de cette influenceuse Poupette Kenza qui date du 16 mai, oui. Je crois, le 17 ou le 18,
sont arrivés dans un space sur Twitter les propos de Mila. Ah oui, non, mais c'est Voilà, terrible. Non, Mila mais qui a là, c'est répondu à un défilé. franco-israélien qui lui a proposé de lui envoyer des photos, je cite, je mets des gros guillemets, d'Arabes scotchés de la tête aux pieds accrochés à des feux rouges. Ça, c'était lors d'un space. Il évoquait qu'il fallait, je cite encore, casser la bouche aux Arabes israéliens, même aux gentils. Mila a répondu en rigolant, je veux absolument voir ça. Alors, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, c'est les Palestiniens hein, qui sont restés vivre en Israël et qui ont été naturalisés. Et ce qui est affligeant, peut-être, et ton avis m'intéresse là-dessus, c'est de voir ce combat de catch, en fait, sur les réseaux sociaux. En mode, non, ce sont les propos de Poupette Kenza les plus graves. Non, ce sont les propos de Mila. Oui, mais Poupette, si elle a dit ça, c'est parce que, en tant que musulman, on souffre dans les médias. Et c'est vrai. Les musulmans souffrent dans les médias, je trouve. Hein, et là, j'engage mon opinion là-dessus. Mais cette escalade, elle est difficile, elle est dure, parce que c'est à se dire, en fait, quels sont les propos les plus graves quand des propos, de toute façon, sont graves et juridiquement répréhensibles. Pourquoi, d'ailleurs, aussi, les médias, c'est une question que je voulais te poser, ont mis plus de temps à réagir aux propos de Mila qu'à ceux de Poupette Kenza? Bon, déjà, moi, je renvoie chacun et chacune à sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, notre rôle, c'est pas de mettre en concurrence deux propos qui sont... inacceptables. Les deux inacceptables, graves, qui nuisent quand même à telle catégorie de personnes. Donc voilà, notre rôle, c'est de dire ça, on se désolidarise, ça, on condamne, et ensuite de se concentrer sur là une parole qui soit quand même beaucoup plus constructive et intelligible sur les sujets qu'on comporte. Ensuite, le traitement médiatique, oui, bon, on va pas, voilà, il faut dire ce qu'il en est. Mila, elle est quand même problématique depuis un moment. Elle a bénéficié d'un soutien que peu de gens ont compris. Elle s'est revendiquée quand même de positions assez islamophobes à plusieurs reprises. Et elle a quand même été soutenue par des personnalités, des journalistes. Islamophobe, je pense qu'on peut enlever le AC. Ouais, non, mais voilà, qui a carrément affirmé. Donc, il y a une forme d'impunité pour certaines personnes et pour d'autres où les sanctions pleuvent immédiatement. Donc, ça, c'est une observation qu'on peut faire, mais c'est une observation qui est tout à fait honnête et qui correspond à la réalité. Mais ça n'enlève rien au fait que la responsabilité qu'on a chacun et chacune, c'est de se désolidariser et de condamner tout propos qui laisse à penser qu'un tel ou un tel devrait être ciblé pour son genre, pour sa confession, pour son orientation sexuelle, pour son identité, pour son origine. Et peu importe qui tient ces propos et peu importe à qui ces propos sont destinés, on doit juste se désolidariser et les condamner. Le procureur de la Cour pénale internationale, il a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, tout comme il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été demandés contre les dirigeants du Hamas, 3. Est-ce que vous pensez, Rima Hassan, que la CPI va valider ces requêtes ? Alors, il est assez rare que cette juridiction ne suive pas les recommandations ou les débuts d'enquête enclenchés par son procureur. Donc, je suis plutôt confiante en l'idée que cette cour va émettre effectivement des mandats d'arrêt à la fois contre les dirigeants du Hamas et contre le régime de Netanyahou. Maintenant, reste à savoir si des pressions qui sont actuellement exercées à l'endroit de cette juridiction par les États-Unis, par exemple. On a vu des déclarations officielles, ce qui est parfaitement scandaleux parce que cette justice internationale doit rester précisément, elle est précieuse et elle doit rester indépendante. Et on a quand même des déclarations officielles de Biden et de chefs d'État qui ne cessent de faire pression sur cette juridiction et sur cette actualité. Donc oui, moi je suis assez confiante. Depuis cette demande, est-ce qu'il faudrait que la France arrête d'envoyer des armes à Israël comme le souhaite Manon Aubry ? Mais depuis en réalité, l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Il y a deux juridictions internationales qui sont clés. Il y a la Cour pénale internationale qui traite d'un certain nombre de crimes et il y a à l'endroit de dirigeants et il y a la Cour internationale de justice qui traite de conflits entre États. Et la Cour internationale de justice, dès son ordonnance, a quand même pointé le risque génocidaire et normalement ces éléments-là suffisent juridiquement pour contraindre les États à cesser toute livraison d'armes
parce que cette convention, on le dit trop peu, c'est une convention de prévention du génocide. C'est-à-dire que les États sont censés tout mettre en œuvre pour prévenir un génocide. Donc dès lors qu'on a une ordonnance qui dit « attention, il pourrait y avoir un génocide si Israël ne fait pas met pas en place telle mesure conservatoire », normalement, dès ce signal, les États sont censés dire pour prévenir le génocide, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectivement arrêter les livraisons d'armes. Donc la France, ça fait des mois qu'elle aurait dû prendre cette décision, elle ne l'a toujours pas prise. Éric Ciotti, président des Républicains, il a réagi, il a déclaré « Je crois que la CPI s'est définitivement décrédibilisée, qu'elle n'existera plus. C'est ridicule de mettre en accusation le Premier ministre d'un État démocratique qui se défend de la pire attaque terroriste qui ait jamais eu lieu. » De son côté, il y a aussi eu le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a estimé que mettre sur le même plan un gouvernement démocratique et des terroristes, c'est une comparaison outrageuse et outrageante. Et toi, Rima Hassan, penses-tu qu'être une démocratie confère un totem d'immunité? Non mais Israël, c'est une fable coloniale, il faut arrêter de dire que c'est une démocratie. Je ne connais pas une seule démocratie à travers le monde qui colonise des territoires depuis 50 ans, qui impose des blocus militaires, qui bombarde assez régulièrement des territoires qui sont occupés illégalement, qui impose un régime d'apartheid. Je veux dire, l'apartheid, c'est quand même l'opposé d'un régime démocratique. Donc dire qu'Israël est une démocratie, c'est quand même être très très loin de ce que documentent les ONG internationales et même les ONG israéliennes depuis des décennies. Ça, c'est le premier point. Oui, mais quand bien même, il ne pourrait pas y avoir de dérive dans une démocratie? Si, bien sûr, en plus. Mais du coup, ce n'est plus une démocratie. Une démocratie qui s'émiette, qui s'effrite en un régime tel qu'on le connaît aujourd'hui en Israël, qui est un régime d'apartheid, de colonisation, d'occupation, etc., ce n'est plus une démocratie. C'est ça que je dis. Ensuite, c'est assez malhonnête de présenter les choses comme ça, pas toi, hein, mais les déclarations de ces politiques, puisque la Cour... Éric Ciotti et Gérard Larcher. La Cour pénale internationale, la CPI, ne met absolument pas, d'ailleurs c'est pas son rôle, elle ne met pas sur le même plan les uns et les autres. Elle fait un travail de qualification de crimes de guerre, voire même de crimes contre l'humanité. Et donc, une fois que ce travail de qualification étant suffisant, elle peut effectivement demander à ce qu'on émette des mandats d'arrêt contre des dirigeants, en l'occurrence du Hamas et du régime de Netanyahou. Mais sur l'analyse d'une juridiction, c'est pas la mise sur le même plan des uns et des autres. C'est une question c'est un travail juridique de qualification. Donc, il y a d'un côté des crimes de guerre, il y a de l'autre côté des crimes de guerre. Et ben, il faut condamner, il faut poursuivre les personnes qui ont commis ces crimes de guerre, quels qu'ils soient. Il y a l'Espagne, il y a l'Irlande, la Norvège, là, qui ont annoncé récemment reconnaître officiellement l'État de Palestine. C'est quoi les prochaines étapes pour la Palestine ? Il faut urgemment cette reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi? Parce que ça permet d'envoyer un signal très fort, politique, notamment aux dirigeants israéliens, pour leur dire ces territoires que vous voulez coloniser, ces territoires que vous voulez occuper, ces territoires que vous êtes en train de détruire, en l'occurrence là à Gaza, eh bien nous les reconnaissons comme étant des territoires qui ne vous appartiendront jamais. Donc c'est-à-dire que ce sont des territoires qui appartiennent aux Palestiniens. Donc c'est ça, reconnaître l'État palestinien. C'est de dire, en fait, les Palestiniens ont le droit de vivre sur un territoire et on reconnaît cette souveraineté des Palestiniens sur ce territoire donné. Et c'est pour ça que je parlais de risque de disparition tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, si on n'avance pas suffisamment sur cette question de la reconnaissance de l'État palestinien, effectivement, les Palestiniens peuvent vraiment disparaître sur ces territoires. Donc c'est l'étape la plus importante. Ensuite, il y a la question des sanctions. Je veux dire, un État qui n'est pas sanctionné, c'est un État qui risque de continuer dans cette dérive de commettre toujours plus de crimes. Et c'est ce qui se passe pour Israël. C'est qu'Israël commet depuis des décennies les crimes de la colonisation, de l'occupation illégale des territoires, d'imposer un régime militaire aux Palestiniens, la question de l'apartheid qui est aujourd'hui documentée par Amnesty, Human Rights Watch, l'ONG israélienne B'Tselem, l'ONG palestinienne Al-Haq, qui font consensus quand même depuis plusieurs années. Et puis cette impunité fait qu'Israël continue aujourd'hui avec un autre crime qui est fort, de façon plausible, celui du génocide à Gaza. Donc il faut des sanctions, un embargo sur les armes, la fin de l'accord UE-Israël, qui est un accord économique qui fait de l'Union européenne le premier partenaire d'Israël, et il faut des sanctions diplomatiques et politiques. En un mot, il faut faire du régime israélien ce qu'on a fait du régime ségrégationniste sud-africain, l'isoler sur le plan international pour le ramener à la raison
et au respect de ce qui fait socle dans nos sociétés, c'est-à-dire ce respect du droit international et des droits de l'homme. Est-ce que tu t'y fais écho à ce que disait Nelson Mandela, hein, quand il disait « Nous ne serons jamais libres tant que nos frères palestiniens ne le seront pas ». Tout à fait. C'est vraiment ce que rappellent même les experts, hein, que c'est un des derniers conflits coloniaux au monde, et il faut s'en saisir comme tel. C'est des propos qui ont résonné en toi? C'est les propos de Nelson Mandela? Oui, bien sûr. Bah oui, moi quand j'étais jeune, je me souviens que les premiers bouquins que j'ai lus, c'est les biographies de Nelson Mandela, de Malcolm X. Ça a été très structurant pour moi. Il était un des premiers à rendre hommage au peuple palestinien. Tout à fait. Tout à fait, il a été très très impliqué sur cette question. Il portait ce kéfier. Donc oui, il est. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que devant la Cour internationale de justice, c'est l'Afrique du Sud qui a porté l'affaire contre Israël pour le risque de génocide, les accusations de génocide. C'est l'Afrique du Sud qui est arrivée devant cette juridiction, qui a dit mot pour mot, ce que vivent les Palestiniens, c'est un apartheid qui est plus dur que celui que nous avons vécu. Donc on peut pas, s'il y a une parole qu'on ne peut pas défaire sur cette question, c'est quand même celle des personnes concernées. C'est pas pour rien que lors de tes études en droit international en 2016, tu t'es intéressé justement à la comparaison juridique entre l'Afrique du Sud et Israël. Tout à fait. Moi, c'est un angle d'étude sur lequel j'ai travaillé dès 2015 sur une étude comparative du cas sud-africain, du régime d'apartheid sud-africain avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël et sur les territoires palestiniens. Et il y a aujourd'hui encore, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs rapports internationaux qui ont qualifié ce crime d'apartheid. Je rappelle que c'est un crime, hein. L'apartheid est un crime. C'est un crime qui est celui qui est très grave, parce que c'est celui qui fait référence à la ségrégation, vraiment, c'est-à-dire la domination d'un groupe sur un autre pour ce qu'il est. Donc on revient à la question du racisme systémique structurel. Rima Hassan, tu es née le 28 avril 1992 dans le camp de réfugiés palestiniens de Nerab, c'est près d'Alep. Tu es la petite dernière d'une fratrie de 6 enfants. Oui. Tu as une maman qui était institutrice, un papa mécanicien de l'armée de l'air syrienne. Quel souvenir tu as de ton enfance en naissant, en grandissant dans un camp de réfugiés palestiniens? Moi, je dis souvent, alors le camp, c'est vraiment le point le plus sensible de mon parcours parce qu'il a été très structurant pour moi. Je dis souvent que je suis née hors monde. Un camp, c'est un lieu hors monde qu'on ne place jamais sur une carte, qui n'existe pas sur une carte, qu'il faut resituer. Et c'est un lieu d'errance, c'est un lieu de non-identité, un camp. Donc, je dis souvent que je suis née en quête d'un refuge et en quête d'une identité. Qu'est-ce que tes parents te disaient de la création de ce camp quand tu étais enfant? Alors moi, c'est venu tardivement parce que je pense qu'à 10 ans, moi j'ai quitté ce camp quand j'avais 10 ans. Je me souviens que les premières fois où j'ai dû en parler avec ma mère, c'était plutôt à l'adolescence. On était déjà arrivé en France depuis quelques années. Et moi, ça a émergé au moment où on me disait « tu viens d'où ?» C'est la question qu'on peut avoir quand on est en France, qu'on est un peu typé, qu'on peut de manière innocente demander une question, dire « mais toi, tu viens d'où? C'est quoi tes origines ?» Et là, moi, je me suis dit, bon, je viens d'où, quoi. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir les premières discussions avec ma mère, qui m'a expliqué que ce camp a été créé pour accueillir les Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël, et que ces Palestiniens bénéficient normalement d'un droit au retour et n'ont jamais pu rentrer chez eux. C'est-à-dire que l'ONU consacre par la résolution 194 de son Assemblée générale le droit au retour des réfugiés palestiniens, parce qu'il y en a eu 800 000 qui ont été expulsés sur 1,4 million. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc ce camp est devenu un lieu de vie, alors qu'il est censé être, il était censé être un lieu juste de transit ou d'accueil temporaire, le temps que les Palestiniens reviennent chez eux. Elle ressemble à quoi, la vie dans un camp de réfugiés en Palestine? Les camps palestiniens ne se ressemblent pas, il y en a 58 au total, j'en ai visité beaucoup, mais c'est important de dire que c'est un lieu de solidarité, c'est un lieu où une micro-société s'est quand même consolidée. Moi je me souviens parce que mon père vit encore dans ce camp, quand je l'ai revu il y a quelques mois, il m'a dit bon, c'est dur pour nous, pour ce qui se passe en Syrie, etc., parce que ça a été très très dur ces dernières années, même pour les réfugiés palestiniens.
Il me dit, pour vous, c'est pire. Et quand je lui demandais, mais pourquoi pour nous, c'est pire? Il dit, vous êtes seul, en exil. Et il avait vraiment le sentiment que le camp le protégeait de quelque chose, malgré la violence, malgré la guerre, malgré la pauvreté, la misère, etc. Il avait vraiment le sentiment que ce camp, qui a reconstitué une mini-société palestinienne, le protégeait par ce lien social en fait qui s'est créé. Donc c'est un lieu de solidarité, mais c'est aussi un lieu effectivement de misère. C'est un lieu où les Palestiniens, depuis quand même plusieurs générations, vivent en apatride. Ils n'ont pas de nationalité. Oui, ça veut dire qu'ils sont protégés par aucun État. Tout à fait. C'est-à-dire ils sont accueillis sur ce territoire syrien, ou libanais, ou jordanien. Et d'ailleurs, tu as été apatride jusqu'à tes 18 ans. Tout à fait. Et comme l'État palestinien est un État en devenir, on n'a pas de nationalité qui est reconnue dans ces camps. On a une carte de réfugié, mais de fait, on est dans une situation d'apatridie. Bah ouais, mais on se construit comment en tant qu'enfant, adolescente, femme, jeune femme, quand on ne ressent pas le soutien d'un État, quand on se demande qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là? Je dis souvent, moi, c'est la plaie de ma vie, cette question. Il y a un livre très intéressant de Élise Pestre qui s'appelle La vie psychique des réfugiés, et elle dit les réfugiés se sentent souvent dans des nulle part permanents. Et il y a quelque chose qui est accentué, je pense, pour les réfugiés qui viennent des camps, c'est-à-dire qui ont toujours le sentiment d'avoir été en errance, en fait. Moi, je resitue mon histoire familiale, ça veut dire que ma famille, elle est en errance, en exil depuis 1948. Et après, il y a eu un deuxième exil depuis notre arrivée en France. Donc, cette construction, elle se fait forcément, je ne mesure pas tout encore, mais elle se fait forcément en quête de quelque chose, en quête de justice, en quête... Et je crois que vraiment tout ce que je fais, en fait, aujourd'hui, est en résonance à tout ce qui m'a manqué. Finir juriste spécialisé en droit des réfugiés, je veux dire, c'est à un moment donné me regarder dans tout... tout... Pas pour rien. Voilà, mais qu'est-ce qui t'a manqué, Rima? Parce que tout le monde a une nationalité, un pays. C'est aussi banal que ça. C'est-à-dire que ne pas avoir de pays, c'est quand même d'une violence, parce que la citoyenneté, c'est, même si après il y a plein de batailles à mener sur plein de sujets, on a parlé, la question il y a plein de revendications à aller chercher, des batailles à mener dans un pays donné, mais il y a quand même cette idée de se dire qu'on se situe dans le monde grâce à sa citoyenneté. Eh bien, quand on n'a pas cette citoyenneté, quand on n'a pas ce pays, on est hors monde. Donc oui, ça m'arrive encore, même si je suis pleinement française et je suis très fière de cette identité-là aussi. Je vis avec tout ce mélange aujourd'hui, mais quand je repense à la partie de moi qui est palestinienne, je me situe un peu hors monde, quoi. Pour parler de paix, pour parler d'avenir, est-ce qu'il faut entendre cette douleur? Est-ce qu'il faut la digérer si on ne l'a pas vécue? Est-ce qu'il faut la comprendre? Est-ce qu'il faut faire preuve d'empathie envers une personne qui a une histoire comme la tienne? Toi, tu réagis de cette façon-là. T'es arrivé en France par la suite, très rapidement, tu t'intéresses à la collectivité, tu fais des études de droit. Ta colère, peut-être que tu as eu de la colère, certainement même. Je suis née en colère, moi je le dis souvent. J'imagine. Mais cette colère, tu la transformes par l'étude, la connaissance, l'histoire, et tu te sers de tout ça comme ton arme. Mais est-ce qu'il faut comprendre? Je ne dis pas qu'il faut comprendre le crime, loin de là. Je ne veux pas qu'on transforme mes propos du tout. Mais est-ce qu'il faut comprendre la colère? Est-ce qu'il faut l'entendre, cette colère? Parce que tout le monde ne réagit pas comme ça. Bien sûr, moi je suis extrêmement privilégiée et je pense que la sortie du camp, par exemple, m'a sauvée. Parce que je ne sais pas quelle vie j'aurais eue si aujourd'hui je n'avais pas eu cette chance d'arriver en France, de pouvoir faire mes études, de pouvoir me sauver quand même de quelque chose. Ma mère, en partant de ce camp, elle nous a sauvés de quelque chose. Elle a sauvé notre avenir, elle a préservé beaucoup de choses. Mais il faut effectivement resituer cette souffrance des Palestiniens. Et il faut comprendre que tout le monde n'a pas ces leviers, qu'il y a des colères qui finissent par bouffer les cœurs, mais pour les Palestiniens comme pour d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut que la paix arrive et que cette justice arrive, parce que ce sont des générations entières qui sont sacrifiées.
Et plus on va avancer plus on va aller dans la durée de la souffrance, de l'humiliation, de la domination, de la colonisation, etc., plus ça sera difficile de récupérer les générations à venir. Plus elles seront en colère et plus elles seront désespérées. Et moins, voilà, ça sera de plus en plus dur d'aller récupérer ou sauver des voix qui sont encore prêtes à cohabiter, à coexister, etc., etc. Et c'est ça, moi, que j'essaye à mon échelle de sauver. Et effectivement, je me bats pour qu'on intègre la question, qu'on mette les Palestiniens au centre de ces débats, qu'on entende ce qu'ils ont à dire, de leur tripes, de leur cœur, de leur tête, pas juste de leur tête. Il faut entendre des voix d'expertise, etc. Mais il faut aussi entendre ce qu'on a dans nos cœurs, il faut entendre notre souffrance, il faut entendre ce qu'on a dans nos tripes. Et ça suppose effectivement d'humaniser les Palestiniens. Malheureusement, en France, la voix des Palestiniens est peu visible, peu même audible, quoi, malheureusement, parce que c'est une toute petite diaspora. On est peu nombreux, en fait, aussi en France, hein, faut dire ce qu'il en est, quoi. On a eu quelques voix qui ont émergé ces dernières années, mais je veux dire, on reste très peu nombreux. Le kéfier que tu portes régulièrement, c'est un hommage à Yasser Arafat? Non, c'est important de le dire. Pour moi, c'est pas un hommage envers une personne. Le kéfier, c'est un symbole de la résistance palestinienne qui est très ancien, qui date des années 30. Il y a eu pendant les années 30 la grande révolte arabe qui a mobilisé les Palestiniens contre le mandat britannique. Donc c'était bien avant la création de l'État d'Israël. C'est important pour moi de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui voient maintenant le kéfier comme un symbole anti quelque chose. Non, c'est un symbole d'abord palestinien, de lutte contre la colonisation, donc un symbole vraiment de la résistance, de la libération des Palestiniens contre leurs oppresseurs. Et c'est devenu un symbole en fait, de l'identité nationale à ce moment-là. Donc c'est un symbole qui est très fort et qui pour moi est presque un deuxième drapeau. Merci Rima Hassan. Merci à toi, c'était vraiment très riche. Merci beaucoup. Rima Hassan, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Rima Mobarak. Oui. Ton compte TikTok, c'est Rima.as. Oui. Merci beaucoup pour cet toi. entretien et merci à vous également à la maison. Je compte sur la bienveillance de tout le monde dans les commentaires. C'est très important d'entendre, d'écouter. On se retrouve très prochainement. Bye bye.